Bonjour à tous, merci d'être présents, merci Laurence. Nous sommes ravis de vous accueillir, nombreux a priori. L'idée, c'est de faire un tour un peu de ce qui se passe sur le marché immobilier en ce moment, ce qui s'est passé, ce qui nous se potentiellement d'ici pour les semaines et mois qui viennent. Donc moi, je suis Maëlle Bernier, je suis la directrice de la communication de Meilleur Taux. Et Laurence Bridet, qui est notaire, qui intervient donc à ce titre sur tout ce qui est réglementation et puis avoir une idée du marché aussi. Du marché, exactement. Alors, je vais avancer donc là. Ah, sur la joie, ça marche pas. Un petit souci technique. Je vais essayer de rallumer le truc. Avec souris. Ouais, on va faire à l'ancienne. On va faire à l'ancienne. Pas. On va faire à l'ancienne. Voilà. On va faire à l'ancienne. Tenter un. Ah non, tout va bien. Alors, donc l'introduction. Donc, on va commencer tout de suite par, en gros, les demandes, c'est-à-dire ce qui se passe, en gros, sur le marché de l'immobilier. Comment se manifeste la demande des clients potentiels, des futurs acheteurs, des futurs acquéreurs. Alors, on voit évidemment qu'on a une baisse. Alors ça, ce sont les chiffres Meilleur Taux. En orange, c'est la courbe de 2023, en gris, la courbe de 2022. Donc, on voit une baisse continue de la demande. Phénomène qui s'est amplifié et encore plus marqué à partir de l'été 2023. Ça suit globalement, on va dire, le durcissement des conditions d'octroi et certainement une psychologie un peu plus angoissée de la part des futurs acheteurs qui, entendant qu'on ne prêtait plus, écoutez, ils se sont mis en retrait de ce marché. Donc, on voit bien qu'on a quand même une très, très forte baisse, que 2022 a été finalement pas mauvais jusqu'à la fin de l'année, que début 2023, c'était finalement assez dynamique, et puis qu'on a vraiment une grosse baisse, et qui s'est confirmé jusqu'au mois d'octobre. Il semblerait que le mois de novembre annonce des choses un peu plus positives. Ensuite, alors n'hésite pas à me couper si tu veux compléter. Ce que je voulais dire, donc nous notaires, on trace en fait effectivement le nombre de volumes. Donc c'est une référence. Donc je fais partie d'un réseau qui s'appelle Notaire Office. Ce sont des notaires indépendants. On est une centaine. Et donc on va effectivement vérifier tous ces points. Et grosso modo, on a une baisse du volume des ventes, alors jusqu'au fin du troisième trimestre, et dans les appartements, moins 25% en moyenne, ça tout dirait rien dire, et sur Paris, moins 23%. Et nous, on est à moins 27. Et nous sommes à moins 20. Donc, en fait, globalement, on est en phase sur le marché. C'est à peu près ce que d'ailleurs tous les observateurs notent. Alors ça, c'est le point sur les taux parce que ça explique évidemment beaucoup de choses. Quand le coût de l'argent est plus élevé, forcément, ça exclut de fait mathématiquement des finançables. Et puis ça aussi, effectivement, comme je disais, un effet psychologique. Donc vous voyez, là, ça c'est la courbe des taux, dans un petit escalier entre octobre 2022 et octobre 2023. Donc il y a un an pile, on avait quand même plus de 50% des barèmes envoyés par les banques, des barèmes affichés par les banques qui étaient inférieurs à 2,5%. Et à l'heure où on se parle, on a globalement plus de 70% des barèmes qui sont supérieurs à 4,30. On parle sur le 20 ans. C'est ce qu'on voit, nous. Voilà. Donc ça c'est la réalité du marché, des taux, qui évidemment s'explique par plein de choses. La hausse des taux directeurs, l'inflation entraîne la hausse des taux directeurs, et des banques qui sont évidemment obligées de suivre parce qu'elles-mêmes empruntent plus cher, elles sont obligées de prêter plus cher. Alors, un point positif quand même, c'est que entre les barèmes qui sont affichés et les barèmes, les taux qu'on obtient réellement sur le marché, on voit que quand on a des banques qui affichent 4,30, on va avoir en fait plutôt des taux autour de 4,15 pour les dossiers qui sont éligibles, qui sont finançables. Donc, ça veut dire qu'il y a une décote. Alors, nous, lorsqu'on est en train de signer actuellement, on voit encore en dessous de 4. Eh ben voilà. Parce que les taux étaient... Ça a été édité il y a plus d'un mois, c'est ça. Mais globalement, ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que les banques, quand elles accordent un prêt, font un effort. Après, il peut y avoir un biais.
Parce qu'on peut se dire, ceux qui passent, ceux qui ont leur financement, sont justement les meilleurs dossiers, ceux pour lesquels les banques sont prêtes à faire des efforts. Mais malgré tout, je pense que voilà, c'est important de le dire parce que c'est pas toujours le cas. Quelquefois, quand on avait des taux à 1%, à 20%, on n'avait pas de phase de négo de la serrée. Là, il y a une phase de négo. Et puis, on a quand même des banques qui sont beaucoup prêtes à faire des efforts en échange de contrepartie. Donc, ça, c'est la bonne, on va dire la bonne nouvelle. Donc, encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'on entend beaucoup parler de taux à 5%. Et on dit, et on ne voit pas du tout ça. Donc, en fait, c'est pour ça, il faut arrêter de se faire peur. Les banques qui affichent des barèmes à 5%, c'est comme si elles nous disaient, en gros, je ne prête pas, j'affiche à toi 5%, donc en gros, je ne prête pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français empruntent, dans leur grande majorité, entre 4 et 4,5% selon les durées et les profils, mais rarement au-dessus. Je parle évidemment hors assurance. Alors, ça, c'est aussi pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé sur les taux, et notamment les taux directeurs. Vous avez en orange le taux moyen sur 20 ans tout au long de l'année. En gris, vous avez l'OAT 10 ans qui est, en gros, les obligations du Trésor qui servent de référence pour fixer les taux des crédits immobiliers aux particuliers. Les taux fixes, évidemment. Et en vert, vous avez ce fameux taux d'usure dont nous avons énormément parlé, qui a complètement bloqué le marché pendant plus de 6-8 mois. Et en fait, pourquoi il a bloqué? C'est très simple, hein, quand vous regardez les courbes, j'espère que vous le voyez bien, vous avez la période entre octobre 2022 et en gros décembre 2022, vous avez un écart entre les taux d'intérêt et le taux d'usure qui est complètement insuffisant. Donc en fait, une fois que vous connaissez le taux nominal et que vous affichez un taux même à 2,5, si vous avez un taux d'usure à 3, vous ne pouvez pas faire rentrer l'assurance et les garanties dans ce taux d'usure. Effectivement, nous, on a vu des dossiers bloqués, refusés à cause de ce taux d'usure. Totalement aberrant. Hein. On a tenté d'expliquer qu'effectivement, il fallait un taux d'usure qui soit en moyenne. En fait, pour que l'écart soit viable, il faut qu'il y ait au moins 120 points de base. C'est-à-dire que si on a des taux à 3, il faut qu'on ait un taux d'usure à 4,20. Si on a des taux à 4, il faut qu'on ait un taux d'usure à 5,20 au minimum. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là, puisque le gouverneur de la Banque de France a révisé mensuellement, désormais, jusqu'à fin décembre, le taux d'usure. Donc, on a un taux d'usure aujourd'hui qui est à plus de 5,90, donc qui est totalement en phase avec les taux pratiqués. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais en même, c'est quand même assez aberrant, c'est qu'on a quand même bloqué des Français il y a un an. Oui, c'est ça. Avec des taux à 2,5, mais maintenant, on leur dit, c'est bon, à 4,5, parce que le taux d'usure est bon. Donc, voilà, c'est aberrant, mais nous sommes, nous étions responsables, puisque tout vient de la Banque de France qui décide de ce petit taux d'usure. Donc, on peut dire aux gens qui ont eu un refus il y a un an, revenez sur le marché. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez été, surtout si vous avez été bloqué à cause de l'usure. À cause de l'usure. Alors, l'usure, en plus, il faut savoir comment ça fonctionne. En gros, on prend le taux d'intérêt nominal, on prend les assurances, on prend la garantie. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a l'assurance. L'assurance, on va revenir plus tard, mais l'assurance, plus vous vieillissez, plus vous payez cher. Hein, c'est ma dit. Donc, vous pouvez très bien avoir un dossier parfait avec de l'apport, ce qu'on appelle un joli reste à vivre, c'est-à-dire des revenus confortables, et vous êtes bloqué parce que le taux d'usure était trop élevé, était pas assez élevé, justement. Donc, effectivement, comme tu le dis, il peut y avoir des Français qui ont été boulés ou jetés il y a 4-8 mois et qui aujourd'hui seraient finançables. Donc, voilà, rien n'est perdu. Ah, mais c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Voilà. On essaie d'avoir plein de bonnes nouvelles, c'est le mois de novembre, donc voilà. Nous soyons pas au soleil aujourd'hui. Alors ensuite, évidemment, alors ça, malheureusement, c'est pas la bonne nouvelle parce que ce sont des chiffres qui montrent clairement ce qui s'est passé, parce que combien coûte un crédit, combien coûte une mensualité. Donc ça, c'est pour un prêt sur 200 000 €. Donc en fait, concrètement, on voit qu'on a une période de forte baisse des taux entre 2015 et 2019-2020, avec un coût du crédit qui était quand même pour un emprunt de 200 000 €, on était à 950 €. Un coût du crédit à 28 000, et à l'heure où on se parle, on est sur un coût du crédit, donc en gros les intérêts payés par les Français qui empruntent, on est à quasiment 100 000 €, donc on a quand même fait 3 fois 5, mais presque, et puis évidemment ça a un impact sur la mensualité de crédit. Et la mensualité de crédit, elle a donc évidemment un impact sur, je vais revenir après, sur ce qu'on appelle les revenus nécessaires, parce que comme il y a un taux d'endettement maximum, pour rembourser 1 243 €, il faut évidemment gagner plus que quand il faut rembourser 951. On y reviendra plus tard.
Je te cesse la parole. Alors, un petit tour d'horizon, enfin, très, très rapidement, hein, parce que non, mais c'est toute une ville. C'est intéressant parce qu'on entend beaucoup sur les prix. Oui. Et on entend beaucoup les prix vont s'effondrer et tout ça. Et quand on va voir les chiffres, eh ben, on en est quand même. Pas tant que ça. Donc, en fait, prix médian à Paris, donc la base, c'est la base bien. Donc là, c'est pas un prix médian, hein, c'est une moyenne. Donc, à Paris, dans les appartements anciens, par rapport à l'année dernière, on est à moins 4,4. Alors, évidemment, ça dépend des arrondissements. Ça dépend si on est dans la grande couronne, dans la petite l'étage. voilà. Mais c'est une moyenne. Et puis après, on a pris donc Lyon, Bordeaux, Nantes. Donc, ça baisse. Mais c'était monté très, très, très haut. C'était monté haut. Donc, et puis c'est pas des baisses. Non. Et puis, par contre, il y a des endroits qui se tiennent, hein, Nice, Lille, Marseille. Alors, ce sont les prix du troisième trimestre 2023 qui sont assez proches de la réalité. C'est pas les prix espérés, c'est les prix que les notaires indiquent à chaque fois qu'il y a une transaction. C'est les prix signés. C'est les prix signés. C'est pas le prix qu'on trouve vendeur expert. C'est pas le prix du voisin. C'est vraiment non, c'est le prix de la signature. Voilà. Donc, c'est les prix jusqu'à fin septembre. Fin septembre, et on va bien voir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça donne quand même une tendance très nette. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser sur les prix. Alors, ensuite, les maisons, la maison ancienne, donc ça, c'est la base Perval. Voilà, bon, ben, c'est sûr qu'à Nice, ça se maintient. Globalement, les prix ne baissent pas. Hein. Ah, mais moi, je suis, donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, alors, on va voir après, c'est que quand même, la hausse des taux qu'on a subie aurait nécessité, pour être compensée, une baisse de 25 à 30% des prix. Donc, on en est effectivement très, très loin, et encore plus loin quand on est là. Mais après, il y a plein d'explications pourquoi les prix baissent pas. Oui. Puis on dit toujours qu'un bon produit, voilà, bien placé, de qualité, ne va pas baisser. Ce qui va baisser, et on va en parler plus tard, c'est les passoires thermiques. Voilà, il faut le dire. Donc, voilà, si vous voulez retrouver la tendance de votre ville, hein, allez sur la base bien. Donc, vous avez la référence pour Paris et la base Perval pour les autres villes. Vous aurez le prix médian ou le prix au mètre carré. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure. Qui dit hausse de taux dit forcément gagner plus pour acheter la même chose puisque les mensualités augmentent. Alors ça, c'est la base. Meilleurs taux, vous avez février, juin 2023 et octobre 2023. On a pris les dossiers de février qui passaient à hauteur de 35% d'endettement. Voilà, base 100, ça nous a servi de base 100. Ensuite, on a pris les taux de juin 2023. On voit qu'entre février et juin 2023, on a perdu 18% de gens parfaitement éligibles à ce fameux critère de 35% d'endettement qui, rappelons-le, est la règle édictée par la Banque de France à laquelle on ne peut déroger sous peine d'être pénalement responsable, hein, quand même. Mais bon, tiens, faut le rappeler. Parce que ça, il n'y a pas. Mais je le redis parce que beaucoup de gens on peut entendre, je suis bloqué par le HCSF. Eh ben c'est ça, c'est les banques dont elles parlent, c'est ça. Donc on voit qu'on a après on a ce qu'on appelle la zone grise entre 35 et 40% qui est passée en juin à 11%. Mais surtout ce qui est impressionnant, c'est que cette zone grise, qui en gros est la zone qui, avant ces normes HCSF, dans beaucoup de cas était finançable. Parce que là-dedans, vous avez des Français qui ont, après opération, il leur reste 4 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, qui n'ont pas d'enfants, je sais que les revenus vont augmenter, et qui pourraient passer. Et aujourd'hui, 30% qui sont dans la zone grise, sachant que la Banque de France autorise une dérogation à hauteur de 20% maximum des dossiers. Donc, vous voyez, on est très au-dessus. Et je ne parle pas évidemment de ceux qui sont au-dessus de 40%. Aujourd'hui, vous avez donc 4 dossiers sur 10, à l'heure où on se parle, qui sont supérieurs à 35% d'endettement. Et tant qu'on ne dénouera pas, qu'on ne reviendra pas à une analyse du risque plus autonome pour les banques, on restera dans cette situation-là. Et parce qu'on a l'impression, parfois, c'est le retour que nous font les clients, qui sont un petit peu dans des cases. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Les banquiers, le banquier, il faut être dans la case. Mais oui, mais en fait, il y a pas de, effectivement, c'est une case, puisque la case, elle dit, vous gagnez tant, vous pouvez vous enregistrer sur la BME à 35% maximum. La banque peut déroger pour l'ensemble de ces dossiers au niveau national à hauteur de 20% ciblés sur les résidences principales et les primo-accédants. Donc, les investissements locatifs, out.
les résidences secondaires, out, les secondos accédants, out. Et le problème, c'est qu'il y a aussi un truc, c'est que quand vous êtes une banque qui peut avoir une agence à Paris, et puis une autre à Lyon, évidemment, c'est souvent le cas, celle de Paris, c'est pas ce que c'est en train de faire Lyon. Donc, il faut que le total de tout ça fasse 20%. Oui, c'est ça. C'est très, très dur à gérer. Oui, c'est compliqué. C'est une belle usine à gaz qu'on a montée et qui montre qu'elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est des cas, c'est 35% d'endettement. Parce que tu sais, nous, Maëlle, les primo-accédants, voilà. Ils rament. Ah bah, bien sûr. Ils rament. Sinon pas l'aide des parents. Oui, nous allons avoir des bonnes nouvelles. Mais effectivement, ils rament parce que, oui, c'est pour ça, je suis ravie qu'on va s'en mettre devant parce qu'il y a que 3 semaines, c'était pas le cas. Mais effectivement, c'est très, très dur pour les primo-accédants parce qu'ils n'ont pas d'épargne, qu'ils peuvent pas l'épuiser dans leur rapport. Alors ça, c'était un exemple. On va le passer rapidement, mais c'est un exemple de cas. Je pense que si les agents immobiliers qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est des choses qui vont vous parler. Voilà, on a un truc totalement aberrant. Là, on a 2 jeunes avec des salaires quand même très très confortables. Chacun a un investissement locatif, donc évidemment ça creuse dans le plan. On leur refuse leur financement de RP parce qu'ils sont déjà trop endettés, donc ils sont obligés de revendre des investissements locatifs. Alors qu'ils ont quand même un reste à vivre, c'est-à-dire ce qui leur resterait après l'achat du bien immobilier, près de 5 000 €. Donc, voilà, c'est pour montrer un peu l'aberration. Je pense que tout le monde, tous les gens, tous les professionnels ont des cas comme ça. Oui. Il y a des cas plus justes, mais il y a aussi beaucoup de cas comme ça. Et là, expliquer à un client, vous êtes boulé alors que vous avez 5 000 € de reste à vivre, c'est compliqué. Et là, on voit l'aberration du système. Totalement, totalement. Alors, on parlait tout à l'heure des mensualités nécessaires, des revenus nécessaires pour emprunter. Donc, vous voyez, entre janvier 2022, qui est en gros le point juste avant que les taux commencent à remonter avec la guerre en Ukraine notamment, et aujourd'hui, pour un même prêt de 200 000 €, il y a un peu moins de 2 ans, il fallait gagner 2 840 €. Là, il faut gagner aujourd'hui un peu moins de 3 900 €. Donc, c'est 1 000 € d'augmentation, de différence, ce qui correspond quand même à 30% d'augmentation de salaire. Donc, c'est merveilleux, mais personne ne les a eu, enfin, en tout cas pas moi. Et donc, voilà. Donc, voilà où on est. Et voilà pourquoi ça bloque aussi, pourquoi les Français ont l'impression que ceux qui n'ont pas emprunté il y a 3 ans, ou mon Dieu, ce qu'ils auraient dû le faire, et que c'est très, très compliqué aujourd'hui. Oui, parce que mathématiquement, hors contrainte, c'est quand même plus compliqué. La différence, elle est mathématique. Mais ça, malheureusement, on va pas revenir à des taux à 1%. Il faut quand même le dire. Oui, c'est terminé. Oui, c'était un contexte particulier. C'était même une anomalie. Là, aujourd'hui, on est dans un système plus classique avec une inflation, des taux d'intérêt à hauteur égale à l'inflation. On avait 0 inflation. C'est pour ça qu'on avait des taux à 0. C'est pour ça que c'est important ce que tu dis. Un taux autour de 4. Ah, mais voilà, on est dans quelque chose de classique. En fait, le problème, c'est que un peu de recul et donc on a un peu plus, voilà. Mais effectivement, pour les plus jeunes, c'est ceux qui ont 30 ans aujourd'hui et 35 ans et qui ont connu que des taux à 2 et 1, voire en dessous de 1. Ça a un petit côté, mais ça a toujours été comme ça. Il y a eu des années où les gens empruntaient à 14%. Oui, j'ai encore emprunté à 60%. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour dire que c'est ça. Mais la réalité est quand même, malheureusement, on doit y faire face aussi. Voilà. Après, vous avez d'autres exemples. Hein. On voit bien que les ménages aisés sont pas épargnés parce que vous empruntez plus, donc vous avez une grosse baisse de pouvoir d'achat immobilier, d'emprunt. Et alors ça, j'ai mis 10 000 € mensuels parce que c'est le cas quand même. Quelqu'un qui a un couple qui a 10 000 € mensuels, il est quand même passé de 705 000 de capacité d'emprunt à 540 000 aujourd'hui. Donc, il faut quand même aller récupérer 150 000 € en 18 mois. Donc, alors, il faut réduire la surface. Oui, alors, mais ça dépend où on habite. Oui, ça dépend si vous êtes à Paris, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va passer à la partie la réglementation. Et les aides. Parce qu'il y a quand même des opportunités. C'est-à-dire que vous savez, voilà, vous avez la petite, on retrouve un petit peu sur les voitures, sur les machines à laver. Donc, c'est le diagnostic de performance énergétique qui évalue la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. C'est important parce qu'effectivement, ça va avoir un impact direct sur le budget. Donc, le DPE estime cette consommation. Et il y a les fameux logements, voilà, la loi a quand même défini ce qu'était un logement indécent. Le logement décent, c'est celui qui a une consommation énergétique qui est inférieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Donc, c'est léger. C'est léger. C'est léger. Donc, c'est plus mauvais, mais c'est celui qui passe. Voilà, pour l'instant. Et les banques sont attentives à ça. Ah bah, bien sûr. Ah bah oui, tout à fait. Oui, parce que
si quelqu'un qui finance un G, ça veut dire que derrière, il fasse beaucoup de travaux. Il y aura des travaux. Donc, ça veut dire que son budget est supérieur et il ne faut pas qu'il se limite à ce qu'il achète. Alors, c'est aussi un moyen de négocier. J'ai un appartement en G, je peux le négocier. Et on nous a rajouté l'audit énergétique. Donc, en fait, l'objectif est de dresser un parcours de travaux cohérent par étape. Alors, c'était pas mal. Hein, c'est pas complètement idiot quand on entend ça. Non, c'est plutôt bien. Voilà, c'est d'apporter du confort thermique, de la qualité de l'air. Expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est ça. Oui, c'est ça. Vraiment, étape par étape. Voilà, il faut faire ça, avec des coûts. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc, c'est obligatoire pour tout propriétaire d'une maison individuelle ou d'un immeuble qui comporte plusieurs logements, qui est classé F ou G. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on fait d'abord le diagnostic. Et si le diagnostic, on a F ou G, on passe par ça en plus. C'est un même document. D'accord. Okay. Mais il est plus précis. Et attention, 1er janvier 2025, ça concernera les E et 2034, les D. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose. Si vous achetez, faites attention à ça. Et si vous êtes en F ou G, et surtout en G, négociez, c'est important. Mais globalement, ça se négocie. On voit des baisses de l'ordre de 20% sur la façon énergétique. Et d'ailleurs, qui correspondent parfaitement à l'enveloppe budgétaire qui va être dédiée pour les travaux. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pas inintéressant. Donc, on doit vous remettre ce document au cours de la première visite. C'est aux frais du vendeur. Les vendeurs n'ont pas réalisé les travaux, ça convient de se dire. Voilà. Et cet audit, est valable 5 ans, alors que le DPE, c'est 10 ans. Voilà. Le coût de ce document n'est pas réglementé. Donc, moi, j'invite ceux qui nous écoutent. Faut être en concurrence, alors, parce que c'est pas un truc étatique. Donc, on n'a pas, d'accord. Donc, c'est pas de la. Ça va dépendre de tas de critères. D'accord. Un peu d'élevé, j'imagine. C'est des acteurs privés, en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, il y a toutes les aides. Alors, honnêtement, j'ai essayé de m'y retrouver. Franchement, c'est compliqué. Vous en avez 10 types. C'est dommage parce que moi, je comptais, parce que j'y comprends rien. Je comptais. On s'amuse parce que c'est pas possible. Donc, j'en ai pris 2 quand même. Alors, vous avez, toutes ces primes qui sont très intéressantes, il faut le dire. La réduction d'impôts de Normandie, donc c'est une réduction dans certaines villes, par exemple. Si tu continues, donc j'ai pris la prime Rénov'. Donc, la prime Rénov' est très intéressante. Elle permet en fait de rénover ton. Il y a des conditions de revenus? Ah oui, voilà. Bien sûr. C'est ça qu'il doit en donner beaucoup finalement. Voilà. Parce que les gens qui achètent ce quoi. Figure-toi, je suis allée ce matin. Parce qu'il faut simuler. Tu vois, tu as c'est la mission. Tu prends 2 heures devant ton PC. Tu regardes. Il faut avoir. Alors, il faut être aussi spécialisé dans les énergies. C'est ça. Donc, on va demander une chaudière au gaz, air. On va demander plein de choses. J'avoue, je ne connais pas. Donc, ça nécessite quand même d'avoir fait un devis, d'avoir été voir au préalable, ce qui n'est pas idiot non plus en soi, d'avoir fait un certain nombre d'énergies. Une fois qu'on a tout ça, effectivement, tu peux aller sur ce site, donc qui est un site du gouvernement, vous tapez Rénov', vous allez forcément tomber dessus. Il y a une simulation de l'aide. Donc, moi, par exemple, on m'a dit ce matin que j'avais droit à 3 000 € d'aide. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien répondu? Je ne sais pas. D'accord. Voilà. Okay. Donc, si tu veux passer, bien sûr. Voilà. Donc, ma prime Rénov', c'est tous les ménages, bailleurs, propriétaires, et on vous calcule votre prime en fonction des revenus et du gain écologique. Donc, tu vois, c'est très subtil, tout ça. Ma prime Rénov', c'est quel que soit le revenu. Par contre, c'est pas du neuf, par définition. Voilà. Et en fait, ce qui va modifier, c'est ta prime. En fonction de tes revenus, tu auras une prime. Oui, c'est ça, voilà. Ça. Mais tout le monde a droit à quelque chose quand même. Voilà. Moi, j'ai le droit à 3 000 €. Voilà. Et donc, ta prime Rénov', c'est travaux d'isolation, de chauffage, ventilation, d'audit énergétique pour une maison. Voilà. Donc, mais c'est pas trop général parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font leurs travaux sans aller chercher leurs 2 000 € parce que si c'est pour avoir si c'est pour avoir la migraine en 48 heures parce qu'on a rempli un dossier pour gagner 1 500 €, je pense qu'on. Ta prime, la prime qui est après, le coup de pouce, le fameux coup de pouce. Donc là, je suis allée voir. Mais ça va avec la chaussette et compagnie, ça va avec tout ce qu'ils ont mis en. Donc ça, c'est. Alors, il n'y a pas de petite économie, attention, du 50 à 100 €. Donc, alors là, il faut s'armer de patience.
Là, c'est que pour les maisons. Réellement, si tu dois refaire ta chaudière et qu'elle coûte 5 000 €, tu vas pas aller voir ta dossier pour gagner 150 €. Non. Ou t'as pas la moyen de la payer, ou voilà. D'être vraiment très motivé. Et la bonne nouvelle, c'est quand tu vas dans les simulations, on te calcule quand même. C'est-à-dire, on te fait un package. Voilà. On te dit à quoi tu as droit. On te dit à quoi tu as droit. Donc, sur les sites là, la prime rénov. Sur la prime rénov, voilà. Donc, tu as. Et puis, tu as des gens. Alors, ça, je suis pas allée. Puis, ça doit être très intéressant. Des gens qui sont censés t'aider. Bien sûr, il faut certaines entreprises. C'est pas toutes les entreprises. Il faut qu'elles se soient des primes des entreprises qui travaillent dans le cadre de RGE, tout ce qui est rénovation énergétique. Voilà. Donc, ce sont des acteurs qui sont éligibles. Il faut quand même se renseigner parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'escrocs qui se sont mis sur le terrain. Il y a beaucoup dès qu'il y a des comme ça. Oui, mais voilà, faut vraiment prendre du recul. Et puis, moi, j'invite ceux qui nous écoutent. Les notaires peuvent aider ça? Non, honnêtement, non. Ou alors, il faut. Enfin, il peut y en avoir un qui soit très fait des sujets. Voilà. Oui, bon, c'est là. Voilà. Pense-toi. Vous devriez me choisir, peut-être que c'est un spécialiste. Voilà. Donc, allez sur le site france-renov.gouv.fr, le simulateur. C'est quand même bien fait, voilà, c'est pas mal. Et c'est légal, et surtout c'est un site légal. Là, vous n'êtes pas baladé. Voilà. Oui, parce qu'il y a tout n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Celui-là, c'est le truc de l'État. Voilà, c'est l'État. Voilà. Alors, merci. On en sait un peu plus sur c'est un vrai bonheur, ce truc est dingue. C'est tout, mais tu as quand même. Non, mais si, parce qu'il y a quand même enfin, en gros, ce que tu dis quand même, c'est qu'il faut aller voir que même, là, je rigolais avec les 50 €, mais 3 000 4 000, ça vaut alors le coup quand même. Oui, je pense qu'il y a pas. Surtout quand on est, voilà. Oui, donc, alors, la conclusion de ce webinaire, j'espère qu'on va pas fait trop long, qu'on ne va pas tous endormis, tous perdus, on s'en saura après, de toute façon. Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des taux de refinancement qui se sont stabilisés autour de 3,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis maintenant plusieurs mois, les banques empruntent à des taux relativement stables. Alors, on se dit, entre 3,5, c'est quand même 3,20, 3,40, mais donc ça veut dire qu'en gros, ça c'est le taux auquel les banques empruntent et c'est stabilisé depuis le mois d'août. Donc, on est en novembre, donc on peut parler de stabilisation. Ce qui entraîne derrière, évidemment, une stabilisation des taux d'intérêt auxquels les Français empruntent, puisque comme les banques empruntent, ça bouge plus. On est aujourd'hui, elles empruntent à 3, elles prêtent à 4. Globalement, tout le monde est content, c'est gagnant-gagnant, et surtout c'est ça comme rapport de marge. La Banque centrale européenne, qui pour la première fois le mois dernier n'a pas touché à son principal taux directeur, et ce qui annonce certainement, on voit bien que l'inflation ralentit, et sans doute, on va dire, un infléchissement de sa politique qui voudrait dire qu'on serait plutôt aussi sur une stabilisation de ces taux d'intérêt. Donc, on est a priori, et les barèmes qu'on a reçus en novembre des banques sont globalement stables, pour certains très très légèrement en baisse, et donc globalement on va parler sur la stabilité parce que c'est la réalité, et ça c'est quand même la très très bonne nouvelle. Ça veut dire que les plus 0,20 plus 0,30 qu'on prenait tous les mois depuis janvier 2022, il semblerait, et surtout dans ce qu'ils nous disent, qu'on soit plutôt vers une période de stabilité. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et là, bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est que comme aujourd'hui on a des banques qui peuvent justement marger, parce que rappelons-le, une banque n'est pas une ONG, donc elle gagne de l'argent quand elle prête. En empruntant à 3, en prêtant à 4, elle gagne de l'argent. Et donc, certains établissements bancaires qui étaient complètement sortis du marché, qui ne prêtaient plus du tout depuis maintenant. Oui, ça aussi d'aller voir que l'offre bancaire était très restreinte. Il y avait 3-4 banques, des réseaux qui prêtaient en France, et puis les autres à l'arrêt. Celles-là reviennent. Donc, c'est des banques nationales, donc ça veut dire une offre sur tout le territoire. Et ça veut dire aussi concurrence entre les établissements. Et ça aussi, ça prêche pour une stabilité des taux. Surtout que ces banques-là, globalement, si elles reviennent, c'est qu'elles ont des objectifs pour 2024, parce que en novembre, les dossiers qui arrivent là en vente, c'est de la production de 2024. Donc, des objectifs qui sont conséquents, qui sont importants. Et donc, tout ça est quand même une très bonne nouvelle pour les candidats à l'acquisition. Donc, voilà. Et alors, petite cherry on the cake, vous avez aussi dans ces banques qui reviennent des produits à nouveau à 110%. C'est-à-dire qu'on parlait des primo-accédants tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on paye à la fois l'acquisition du bien et les droits de mutation, parce que sinon je vais me faire taper dessus par la notaire. Ce ne sont pas des frais de notaire, le notaire ne prend pas grand-chose. Je parle des droits de mutation
Et donc, voilà, en tout cas, des banques qui financent ce qu'on appelle le 110%, donc le bien plus les frais annexes. Donc, alors, voilà. Mais si je suis acquéreur, donc je peux emprunter aujourd'hui et puis renégocier quand ça. C'est faisable, ça. Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une chance en France, c'est qu'on a des taux fixes. Donc, on ne subit pas d'inflation sur les mensualités de crédit. Quand vous avez signé un prêt, les taux peuvent monter à côté. Vous restez flat, vous ne bougez pas. Votre mensualité reste la même. En revanche, si les taux diminuent, parce que il y a quand même, à un moment donné, je pense, les taux vont diminuer. Je pense pas que ce soit pour cette année, honnêtement, pour les 8 prochains mois. Après, il va falloir voir tout ce qui se passe. Il y a quand même, il y a une guerre partout. Il y a de la guerre. On va voir comment évolue le contexte géopolitique. L'inflation aussi, mais il semblerait quand même que, à terme, on ait des taux qui rebaissent. Et en France, on peut renégocier. Alors, soit vous renégociez votre propre banque, à la baisse, quand les taux baissés. Soit, ce qui est quand même souvent le cas, vous vous dites, bon, OK, vous avez un taux à 4, je vais aller voir un peu ailleurs, vous faites racheter votre crédit par une banque concurrente, et hop, vous diminuez votre mensualité. Et vous remboursez. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. En France, on n'a qu'un risque, c'est de pouvoir renégocier plus bas. Donc ça, c'est une grosse différence avec nos petits amis anglais et espagnols, notamment, qui d'ailleurs, aujourd'hui, eux ont des grosses baisses des prix, puisqu'il y a ils ont fait des crédits à taux variable. Et il y a beaucoup d'anglais et d'espagnols aussi, qui ont des mensualités qui ont doublé et donc ils peuvent plus les assumer. Alors nous, pourquoi on a un marché si stable? Parce que aussi on a des taux qui bougent pas, des Français qui ont emprunté, ils subissent pas l'inflation, ceux qui ont déjà emprunté, donc ils revendent pas, sauf contrainte. D'accord, mais tu as des taux qui peuvent être variables et tu peux dire je le fixe. Non, ça n'existe plus. En fait, depuis, en tout cas, enfin en France, à l'étranger, il y a plein de modèles différents, mais on a eu des taux variables il y a une dizaine d'années. On avait ce taux variable qui était ce qu'on appelle capé, c'est-à-dire qu'effectivement, on empruntait à 3, par exemple, on disait le taux maximum, ce sera 4. Les banques françaises ont complètement arrêté ces produits-là, et aujourd'hui, les taux variables étaient basés sur, alors là, on va être un peu technique, mais sur l'Euribor 3 mois, qui découle directement du taux de la Banque centrale européenne, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir des produits à taux variable. Donc, on est toujours, nous, à taux fixe. C'est une de nos spécialités. Mais tout ça pour dire qu'on a un système qui protège, on a des banques qui reviennent, on a des taux qui se stabilisent, on a des produits nouveaux pour les primo-accédants. Donc, en fait, on seront l'éclaircie ce mois de novembre. Voilà. Les nouvelles sont en tout cas plutôt bonnes, en tout cas bien meilleures que ce qu'on a connu. Et le pire est certainement derrière nous, en tout cas pour reprendre. Ouais. Alors moi, ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, aux particuliers, c'est voilà, acheter, c'est aussi un projet de vie. Bien sûr que il y a l'aspect financier qui est important, que je ne néglige pas évidemment, mais c'est aussi c'est un projet de vie. Voilà, je veux m'établir dans tel endroit et plutôt que payer un loyer, je trouve que c'est quand même plus intéressant. D'autant plus que l'acheter de l'immobilier, c'est de l'épargne forcée. Et tu l'as dit, il y a une assurance. Oui. Donc, cette assurance, si malheureusement, c'est un gros pépin. Le bien est payé. Voilà, le bien est payé. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas l'aspect affectif. Mais en tout cas, l'aspect financier, il est réglé si on est assuré à 100%, évidemment. Donc, voilà, bien sûr, l'aspect financier est important. Mais je dirais, acheter, ça reste quand même la meilleure protection. Et puis, ça dépend des régions. Oui, voilà. L'évolution des donc, allez voir. Alors oui, il y a une chose sur laquelle je veux rajouter qui mentionne ça, c'est que n'oubliez pas que rester locataire va vous mettre à un moment donné dans un risque de précarité énorme. Quelqu'un qui est locataire à la retraite est dans une précarité énorme puisque ses revenus ont baissé. Et si le propriétaire décide de vendre son bien ou de récupérer son bien, il ne pourra pas l'acheter. Et il n'aura pas de capital pour ça. Donc, il va se retrouver à trouver un autre loyer avec au marché qui sera à l'époque. Donc moi, j'invite vraiment. Je pense que quand on a moins de 30 ans, quand on n'est pas établi sentimentalement et même professionnellement, il faut peut-être réfléchir, peut-être regarder. Non mais il faut pas acheter à tout prix. L'idée c'est pas d'acheter à tout prix. En revanche, quand vous avez passé 40 ans, je pense que réellement, et si on est dans une très grande ville où on peut acheter que 40 mètres carrés parce que c'est rikiki, faut peut-être aller acheter effectivement du locatif ailleurs en province, c'est moins cher, en région. Et mais voilà, il faut avoir un capital. On ne peut pas, ça devient risqué quand vous avez 40 ans, 25 ans plus tard, c'est 65 ans, c'est la retraite, voire 67. Et si vous êtes locataire, c'est la précarité absolue.
Et puis, acheter, mais c'est aussi vendre. Si vous avez, voilà. C'est vrai que si votre bien ne pas au paiement. On peut à tout moment. Mais vous avez déjà acheté. Donc, peut-être que vous allez acheter plus cher, mais vous allez vendre aussi. Aujourd'hui, oui, c'est un équilibre. L'aspect financier, certes, est important, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la protection, voilà. Protection familiale. Et votre notaire est tout à fait en capacité de vous donner des informations au moment de la vente. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions? C'est là où je ne sais pas du tout ça. Est-ce que j'ai nous? Eh ben, s'il n'y a pas de questions, qu'on a tout brassé. C'est qu'on a tout brassé. Et ben, dans ces cas-là, en tout cas, vous avez de toute façon nos mails. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après ou des points plus précis que vous souhaiteriez aborder. Et puis sur le site des notaires de France, il y a beaucoup d'informations. Et sur Meilleur Taux aussi. Donc. Et sur Meilleur Taux aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.